mais qu'est-ce qu'il fait lui? Et l'attaque de Tadej Pogacar à plus de 50, 80, 100 km de l'arrivée. De nouveau Pierre Rolland, attaque de Pierre Rolland. Attaque de Marlou. Aïe aïe aïe, attention Philippe, peut le pas rappeler. C'est fini. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le grand bilan du Tour de France Femmes avec Zwift 2025 et on va vivre les 3 derniers kilomètres ensemble en direct, en tout cas on va enregistrer dans les conditions du direct pour vivre le sacre de Pauline Ferrand-Prévot qui est en route en maillot jaune vers la victoire à Châtel, les portes du soleil pour une nouvelle victoire, une 4e victoire française de suite pour terminer ce Tour de France Femmes. Et pour en parler, j'accueille Lohan Benati du Journal Sud-Ouest qui est avec moi. Salut Lohan. Salut Guillaume, salut à toutes et à tous. Effectivement, on retrouve Pauline Ferrand-Prévôt qui en a mis une juste avant la banderole des 3 km. Après une journée, somme toute assez tranquille, même si elle s'est fait un petit peu peur au début en étant lâchée dans la première descente, mais elle a passé une journée peinarde. Elle a été très très vigilante, Pauline, et là elle s'est envolée vers son 2e succès sur ce Tour de France et évidemment vers le Grand Sacre. Ouais, il y a eu, c'est vrai, en début d'étape un peu cette petite sueur avec sur le début d'étape une descente après Combloux. Ouais. Et dans cette descente, on a vu Pauline Ferrand-Prévôt et Sara Giganti, qui est la grande perdante de la journée, qui ont été lâchées avant de revenir progressivement avant les premières difficultés de la journée. Ouais, mais bon, c'est certainement un manque de vigilance, mais ça aurait pu être une très très grosse erreur de la part de Pauline Ferrand-Prévôt. Elle savait qu'elle avait quasiment le course gagnée en ayant à peu près 3 minutes d'avance sur ses rivales, mais elle a bien bataillé pendant 10 bornes avec l'aide de son équipe et résultat, elle s'est rapidement retrouvée scellée dans la première difficulté de la journée. En n'ayant plus beaucoup d'équipières, même plus du tout d'équipières à ses côtés, heureusement, elle était vigilante, elle est en jambes, elle a réussi à suivre les attaques, à contrôler tranquillement avec ses rivales et les plus fortes filles qui se sont détachées, notamment dans le col de Jouplane. Mais c'est une petite inattention qui aurait quand même pu avoir de très grosses conséquences. Et au final, ça a flingué dès la première ascension, la côte d'Arrache-la-Frasse, qui était après à peine 30 km de course, sur les un peu plus de 120, 124 de la journée. On est à 2 km de l'arrivée. Pauline Ferrand-Prévôt qui est toujours en jaune et qui roule vers la victoire. On sent l'émotion déjà qui commence à la déborder. C'est incroyable de voir une Française en jaune qui va aller s'imposer sur la dernière étape du Tour de France et remporter ce Tour de France. Je l'ai dit, après, elle a contrôlé tout au long de la journée. On a eu Anna van der Breggen qui était pendant la plupart de l'étape, en tout cas pendant une bonne moitié de l'étape, en tête en solitaire. Et finalement, ça s'est joué entre cadors, entre leaders, avec notamment le col de Jouplane. On a vu Giganti qui était à l'offensive. On a vu que derrière, la pauvre, dans la descente, elle a perdu tout simplement le podium qu'elle était allée chercher hier au col de la Madeleine. Ouais, c'est quand même extrêmement frustrant quand on est capable de grimper comme elle le fait, d'être l'une des meilleures grimpeuses du peloton et d'être aussi catastrophique en défense. Dès les premiers mètres du col de Jouplane, on a vu Sara Giganti en grosse difficulté, presque tétanisée. Elle s'est retrouvée déjà reléguée à plus d'une minute des favorites à la fin de Jouplane. Et effectivement, elle va perdre beaucoup, alors que c'est très certainement la meilleure grimpeuse derrière Pauline Ferrand-Prévôt sur ce Tour de France. Donc les regrets ils vont être importants du côté de cette formation à Jane Surance et de Sara Giganti. Et après, on a eu, je disais, la bataille entre cadors dans la descente. Ensuite, avec Juliette Labousse qui a filé un coup de main à Demi Vollering. Est-ce que toi, tu as une interrogation aujourd'hui sur la tactique qu'il y a eu à l'avant? Pauline Ferrand-Prévôt, comme hier, elle a fait de la patinette entre guillemets à l'arrière du groupe. Elle s'est laissée emmener, on va dire, parce que c'est facile de le dire, mais c'est plus difficile sur le vélo. Elle s'est laissée emmener par toutes ses adversaires tout au long de la journée, encore ce dimanche à la dernière étape. Et elle a lâché une mine à 6 bornes de l'arrivée pour partir en solitaire. Écoute, non, je suis pas très surpris de cette physionomie de course. Je me doutais un petit peu que les Vollering ou Niewiadoma déjà ne pensaient plus à la victoire finale, tellement Pauline semblait forte et se tournait déjà vers la défense du podium. Donc sans Giganti, avec la chute aussi de Cédrine Kerbaol, qui est l'autre perdante de la journée, finalement Niewiadoma, Vollering se retrouvaient à défendre leur podium. Fischer Black, qui était 8e,
elle a l'opportunité d'intégrer le top 5, tout comme Wlodarczyk, Juliette Labous qui a fait un énorme boulot pour Demi Vollering. Ouais. Donc au final, ces filles-là ont défendu leur position. Elles ont essayé de jouer une petite remontée au général, notamment, je te dis, le podium de Vollering et Niewiadoma. On va voir à l'arrivée l'écart aussi de Fischer Black et de Wlodarczyk pour ce top 5. Mais bon, sachant que Cédric Kerbal et Paulina Royackers ne sont plus là, je pense qu'une des deux devrait, en tout cas les deux devraient remonter 5 et 6e. Mais non, je suis pas très surpris. Hein. Je trouve pas ça surprenant. Ces filles-là ont plutôt pensé à défendre leur podium plus que vraiment tout tenter pour renverser une Pauline Ferrand-Prévot, ce qui semblait encore très très compliqué aujourd'hui. Allez, on est à 600 mètres de l'arrivée. On parlera aussi de la chute de Cédric Kerbal au pied de Jouplan qui a perdu gros dans cette étape-là, contrairement à Kasia Niewiadoma, qu'elle s'est relevée rapidement et qui est maintenant dans le groupe pour la 2e place. Et Pauline Ferrand-Prévot, Lohan, qui est à 500 mètres d'un grand bonheur en 12 mois, gagné les Jeux Olympiques en VTT, gagné Paris-Roubaix et gagné le Tour de France Femmes avec Zwift. L'émotion sur le visage de Pauline Ferrand-Prévôt qu'on avait vu au sommet du col de la Madeleine, ce samedi avec la victoire lors de la 8e étape. Et c'est finalement elle qui a été la plus fraîche, la plus forte, la plus intelligente encore une fois aujourd'hui, qui a su gérer les émotions aussi avec cette sueur en début d'étape. Elle a montré encore une fois un coup de pédale aérien et elle est maintenant à moins de 400 mètres de l'arrivée de cette victoire finale dans ce Tour de France Femmes. En voilà une Française qui va remporter le Tour de France. Alors non, ce n'est pas de nombreuses années après Bernard Hinault, parce que on va pas les oublier, Jeannie Longo et aussi Cathy Marsal qui avait eu la victoire lors du Tour de France. Alors c'était pas le Tour de France, c'était le Tour de la CEE en 89. 90. Et Pauline Ferrand-Prévot 90, bien vu, et Longo c'était en 89 il me semble avant, et Pauline Ferrand-Prévôt, voilà, dans les derniers mètres, en jaune, qui va lever les bras à Châtel, les portes du soleil, Châtel, les portes du bonheur pour la Française, en jaune avec le public qui est là au rendez-vous, qui aurait été au rendez-vous tout au long de la semaine. Les voilà les derniers mètres, elle lève les bras, Pauline Ferrand-Prévôt, en jaune avec le maillot de la Visma, pour remporter le Tour de France 2025 et la dernière étape. C'est magnifique, Pauline Ferrand-Prévôt a gagné. Ouais, c'est exceptionnel ce qu'elle a réussi à faire sur cette fin de Tour de France. Un début de tour où elle s'est montrée dès la première étape, mais elle a été un petit peu plus empruntée ensuite. Mais en fait, on voit qu'elle comptait tout simplement ses coups de pédale. Hein. Elle n'a jamais donné le coup de pédale de trop, même si elle a un petit peu bossé pour Marianne Vos en début de tour. C'est mérité. On voit Demi Vollering qui termine 2e devant, je crois, Kesha Niewiadoma, et la très très belle étape de Nim Fischer Black qui va, je pense, faire une belle remontée au général. Mais là on voit toute l'émotion. Quasiment 5e, c'est Demi Vollering qui prend la 2e place de la journée devant Kasia Niewiadoma, et on a donc Ferrand-Prévôt, Vollering et Niewiadoma. Ce sera le podium final de ce Tour de France avec Nim Fischer Black qui fait une énorme remontée. On verra le classement avec l'écart avec Kerbal parce que Nim Fischer Black pourra intégrer le top 5 suivant l'écart à l'arrivée. L'émotion de Pauline Ferrand-Prévôt, franchement c'est magnifique, c'est sublime de voir cette image là. C'est super, on n'a pas l'habitude de voir des Français, des Françaises gagner sur le Tour de France, donc oui c'est magnifique. On voit que même elle, je pense pas qu'elle avait imaginé ça, s'imposer pour sa première participation, et encore plus avec de tels écarts, avec une telle facilité. Le podium, il est à peu près conforme à ce qu'on aurait pu penser avant la course, mais sûrement pas dans cet ordre, en tout cas, et sûrement pas avec de tels écarts, je pense. Oui, alors, en fait, Pauline Ferrand-Prévôt, depuis le départ, ça a été l'inconnu de ce Tour de France. On ne savait pas, et je pense que même elle ne savait pas où est-ce qu'elle en était. C'est pour ça aussi que, finalement, jamais à un moment dans ce Tour de France, et pendant les 9 jours, mis à part pour rouler pour Marianne Vos, notamment dans les premières étapes, mais jamais la Visma n'a assumé le rôle de leader sur la course, n'a jamais assumé le poids de la course. C'était peut-être une bonne idée. Quand tu compares avec les FDJ ou les Canyon SRAM ou les Phoenix de Koenig qui ont effectivement beaucoup plus roulé en tête de peloton, mais au final, quand on voit le résultat des Phoenix de Koenig,
on se dit que Visma a eu la très bonne tactique. Ils n'ont pas pris la course à leur compte, en tout cas sur la majorité des étapes. Ils ont couru à l'économie. Pauline a roulé pour Marianne Vos. Marianne Vos a roulé pour Pauline Ferrand-Prévot ensuite. Non, ça a été du tableau noir. Hein. On n'est pas surpris venant de la Visma, mais la stratégie était un petit peu plus aboutie que lors du tour masculin. Quand même. Et c'est le fameux plan de la Visma, remporter le Tour de France femme donc. On en rigole, mais c'est vrai que elle aurait été, on l'a vu sur les 2 grosses étapes de montagne, en tout cas sur les 2 grosses étapes où, sur les derniers jours, Ferrand-Prévot a été incroyable de facilité, de légèreté dans le coup de pédale. Alors, on nous a interrogé notamment sur notre chaîne YouTube. D'ailleurs, vous pouvez vous abonner, on est pratiquement là aux 1000 abonnés. Je vais reprendre un commentaire que nous a fait un abonné de Vélo Podcast, parce que je trouve que la question est légitime. Et forcément, quand on a eu des suspicions permanentes pendant le Tour Homme avec les performances de Tadej Pogačar notamment Jonas Vingegaard dans le passé avec le maillot de la Visma déjà, alors que Sara Giganti, elle arrive, elle arrive, elle va franchir la ligne d'arrivée à pratiquement 4 minutes de Pauline Ferrand-Prévot et Sara Giganti, on va faire le débrief après, elle va perdre un gros dans cette étape-là, le podium pour sûr, on verra le classement final. Je reviens sur ce commentaire que nous a laissé alors Gims22. Voilà pour le commentaire sur YouTube. J'ai une question à vous poser. On se demande toujours si Pogačar était français, est-ce qu'il subirait les mêmes suspicions du public et des suiveurs français? On l'a donc ici dans le cyclisme féminin, Roubaix, et qui écrase le Tour avec des écarts à la Poggi. Avez-vous donc les mêmes suspicions pour PFP que pour Poggi ou Vingo? Voilà, on a eu un petit échange derrière où on a réexpliqué un peu nos points de vue qu'on a dit à l'antenne dans Vélo Podcast pendant le Tour de France Homme et pendant les différents podcasts des derniers mois. Tu en penses quoi, toi, de ces interrogations? Forcément, quand on voit la facilité dans le col de la Madeleine et qu'on regarde le Tour de France Homme pendant 3 semaines, on ne peut qu'avoir malheureusement pour le grand public, même si elle est française, pas des suspicions. Mais est-ce que oui, et d'ailleurs je te repose la question, est-ce que le fait d'être française gomme toute suspicion, on profite de l'instant? Je pense qu'aux yeux du grand public français, aux yeux des médias, un petit peu quand même, c'est sûr. Quand on est un grand champion français, automatiquement, on se pose peut-être moins la question d'un éventuel dopage ou de pratique dopante que sur un étranger ou sur une équipe type UAE, voire Visma. Après, je pense que dans le cyclisme féminin, il y a une petite nuance à avoir par rapport au peloton masculin, c'est que les profils, je parle sous ton contrôle aussi, sont peut-être davantage nivelés. C'est-à-dire que c'est moins choquant de voir gagner une fille sur Paris-Roubaix puis sur le Tour de France que par exemple chez les hommes. Non, mais c'est vrai que quand on voit Pogačar, 2e de Roubaix et vainqueur du Tour de France avec une telle facilité, ça interroge. Là où quand même, il ne faut pas oublier qu'on parle d'une Pauline Ferrand-Prévot qui a tout gagné dans sa carrière sur toutes les disciplines, en VTT, en cyclocross, sur la route, et encore, elle en a d'autres à gagner, je pense, sur la route. Je pense à Liège-Bastogne-Liège, notamment. Je pense à Milan-San Remo. Donc on parle d'une énorme championne, mais je serais pas loin de dire, dans le top 3 des championnes dans l'histoire du cyclisme chez les femmes et chez les hommes, c'est quand même difficile parce que il n'y a pas 3 semaines de course, parce qu'il n'y a pas toutes les grandes courses, mais on est quand même sur une championne générationnelle, donc il faut quand même remettre l'église au centre du village, et les écarts faits au sommet du col de la Madeleine, proportionnellement à ce que par exemple fait Pogačar avec le reste, on pense à Otakam pendant le Tour de France Homme. C'est pas aussi comparable. Pour moi, c'est pas aussi comparable. Et Pauline Ferrand-Prévôt, elle a juste été trop forte, quoi. Et puis aussi généralement chez les femmes, même si peut-être les niveaux tendent à se niveler, on a souvent vu les grandes championnes tout rafler, type Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten, etc. Elles ont souvent, quand des filles sont vraiment
au-dessus du lot, elle gagne souvent à peu près tout type de course. Maintenant, ce qui pose question et ce qui peut interroger aussi, c'est quand même les écarts. C'est les écarts par rapport à des grimpeuses, à peut-être aux meilleures coureuses du monde que sont Kesha Nievadoma et Demi Vollering. Les écarts faits aussi, on appelle 5 km ou 6 km sur peut-être la meilleure grimpeuse du monde, qui est Sarah Gigante, sur des pourcentages très très exigeants. En sachant qu'elle n'avait pas non plus beaucoup de repères, de repères en haute montagne. Elle savait, je pense qu'un podium, elle aurait été très contente de ça, Pauline. Donc c'est vrai que la manière et les écarts réalisés peuvent poser question. Après, on connaît aussi la science des Visma sur ce type de préparation de grand tour. On parle souvent des marginal gains, des choses comme ça chez les équipes étrangères. Demandez notamment à Christophe Laporte chez Visma. Donc, je pense quand même que les interrogations sont légitimes si on s'interroge sur Pogačar. Après, comme tu dis, elle sort pas non plus de nulle part. Elle est expérimentée parce qu'elle a 33 ans et c'est vrai qu'on l'a jamais connue à ce niveau sur route en haute montagne, mais peut-être aussi qu'elle a l'expérience de la course et que cette perte de poids aussi dans cette prépa-là avec un seul objectif de sa saison, parce qu'on rappelle c'était quand même peut-être que ce week-end alpestre c'est même pas peut-être, c'est sûr, c'était le plus grand objectif de sa saison. Donc une préparation optimale, peut-être meilleure que celle de Nievadoma et Vollering, puis ça donne de tels écarts. Mais je pense, pour conclure, je pense quand même que les interrogations forcément sont légitimes, même si c'est quand même difficile de savoir la vérité là-dedans. Oui, voilà, bon, on va clore la parenthèse parce que c'est vrai qu'on nous a posé la question et c'est vrai que les commentaires ont émergé après la performance au col de la Madeleine. Quand on parle de Sarah Giganti, meilleure grimpeuse du peloton, ça c'est... comment dire ? J'allais dire ça s'est confirmé pendant ce Tour de France, mais c'est qu'en fait, je le redis, Pauline Ferrand-Prévot était une inconnue. Totalement. C'était une inconnue totale. Avant ce Tour de France, on ne savait pas où elle en était. On s'attendait peut-être plus à avoir un profil à Kim Lecourt, par exemple, qui a été très forte pendant une bonne grosse moitié, les 2/3 de ce Tour de France, mais qui arrivait sur les étapes alpestres à craquer, finalement, n'a pas été au niveau. On s'attendait plus à ça finalement de la part de Pauline Ferrand-Prévot, et donc on a vu qu'elle est là, elle est au niveau. Maintenant elle pourra plus se cacher et elle va avoir besoin, si elle continue encore, une ou deux saisons jusqu'à la fin de son contrat dans un peu plus de 2 ans, en 2027, mais d'une équipe un peu plus haut niveau autour d'elle, parce que là, en fait, elle se l'est remportée toute seule, ce Tour de France. Oui, par rapport à des équipes comme Canyon SRAM ou FDJ, c'est sûr qu'elles étaient, que la Visma était moins équipée, notamment en haute montagne, même s'il y avait quand même des coureuses de qualité. Après, au niveau du profil dont tu parlais de Pauline, je pense aussi qu'elle a perdu en punch, ça s'est vu, là où elle avait quand même une pointe de vitesse, visiblement, elle est aujourd'hui battue au sprint ou au punch par des coureuses un petit peu plus punchy. Donc est-ce que cette transformation-là, à 33 ans, le fait de perdre du poids, de chercher des efforts longs en altitude, peut-être qu'elle a transformé aussi ses qualités, et donc forcément qu'elle a perdu en punch. Là où Pogačar, effectivement, on le voit progresser en haute montagne, mais on le voit progresser aussi au sprint, capable quasiment de gagner des sprints massifs. Donc la différence, elle est peut-être là. Ouais, allez, avec Pauline Ferrand-Prévot, je vais rappeler mais quand même sa semaine à Pauline Ferrand-Prévot, parce que ça a été une semaine parfaite. En fait, c'est 9 jours de course où elle n'a jamais été au-delà de la 4e place du général, avec cette 3e place à Plumelec dès la première étape, où elle est 3e du général pendant au soir des 3 premières étapes, ou avec une nouvelle victoire au sprint de Lorena Wiebes à Poitiers avec la bonif de Wiebes, elle monte sur le podium et donc fait reculer Pauline Ferrand-Prévot 4e. Elle récupère ensuite la 2e place du général à Guéret, on s'en souvient, avec la victoire de Kim Lecourt, 2e de ce général, derrière Kim Lecourt, jusqu'à cette arrivée au sommet du col de la Madeleine, où elle récupère le maillot jaune pour s'imposer donc dans cette dernière étape. On a parlé de l'intelligence, de la légèreté, du coup de pédale. Mais voilà, quand tu es au pire 4e sur toute une semaine de course, que tu n'as pas connu la chute,
que tu as été toujours bien placé, toujours bien encadré, que voilà, tu as couru non pas à l'économie, mais quand même un peu, bon, mais voilà, tu as forcément beaucoup plus de chances pour l'emporter au final. Oui, oui, tout à fait. Je pense que sa victoire, elle souffre d'aucune contestation. Comme tu l'as dit, d'entrée sur la première étape, on a vu qu'elle était forte, mais c'était presque par hasard hein, qu'elle part dans la dernière côte. Au final, Marianne Vos a presque envie de lui laisser la victoire, mais bon, elle est obligée de passer pour s'imposer devant Kim Lecourt. Mais dès la première étape, on a vu que Pauline était au niveau, mais elle continuait quand même à faire des efforts pour Marianne Vos, notamment dans les premières étapes de sprint avec 2 deuxièmes places à la clé sur les étapes 3 et 4 au sprint pour Marianne Vos. Donc on l'a vu continuer à faire des efforts à rouler en tête du peloton pour elle. On s'est dit attention, il ne faudrait pas non plus courir 2 lièvres à la fois entre les sprints et le classement général, mais après ça a été parfait. Hein. Ça a été parfait, comme tu l'as dit. En plus, la course, elle a été prise en main par les FDJ, par les Phoenix ou par les Canyon. Donc voilà, Visma n'avait plus qu'à suivre tranquillement. Et puis sa victoire à Gers, c'est une telle démonstration. Elle part seule, elle décroche tout le monde. Elle décroche Volerine de Sarou, elle place 3 attaques. Elle part toute seule à 5 km de l'arrivée. C'était vraiment une très très grande Pauline Ferrand-Prévôt et honnêtement je sais pas si on l'a déjà vu à ce niveau sur route, en tout cas haute montagne ça c'est clair et net, difficile de faire un comparatif avec ses performances d'il y a 10 ans mais en tout cas son retour sur route est déjà plus que réussi quoi. Ça c'est clair et net, comme tu lui disais hier, il lui reste 2 ans de contrat chez Visma. Il lui reste encore des belles courses à aller chercher, type Milan-San Remo ou Liège-Bastogne-Liège, mais voilà, elle s'est imposée aujourd'hui comme l'une des plus grandes coureuses de tous les temps, clairement. On rappelle qu'elle s'était donné 3 ans pour remporter le Tour de France. Elle a mis 6 mois. Bon, oui, voilà. Une fois que tu as dit ça. Et puis 12 mois, tu gagnes les Jeux à Paris, Paris-Roubaix, le Tour de France. Je pense que voilà, derrière, tu peux arrêter ta carrière sans trop de soucis. Mais je pense que ça lui ouvre l'appétit pour aller remporter le Giro, la Vuelta, aller remporter toutes les autres courses du calendrier, même si je crois pas qu'elle a gagné le Giro dans sa carrière. Non. Mais voilà, ça lui ouvre quand même pas mal de portes pour l'avenir. On peut penser aussi au Tour des Flandres. On rappelle qu'elle fait deuxième derrière Kopecky cette année au Tour des Flandres. Voilà, elle n'a remporté entre guillemets que Paris-Roubaix cette année. Donc voilà, Roubaix et Tour de France, donc incroyable. Et on rappelle au palmarès, donc elle succède 35 ans après, à Catherine Marsal, qui était vainqueur du Tour de la CEE en 90 et dans la dénomination Tour de France femmes, Tour de France féminin à l'époque, avec la société organisatrice du Tour de France qui avait organisé ça entre 84 et 89, avant que le Tour de la CEE prenne le relais entre 90 et 93, eh bien Jeannie Longo avait remporté les 3 dernières éditions du Tour de France féminin dans cette dénomination entre 87 et 89. On a vu, elles sont sorties du bois ces dernières 24-48 heures, interviewées par certains, pour dire nous oubliez pas, il n'y a pas que Bernard Hinault, nous aussi on est là, on a aussi remporté le Tour de France. Oui, évidemment, il faut pas les oublier, à voir si on considère le Tour de la CE comme l'héritier direct du Tour de France féminin, mais à minima, évidemment, Jeannie Longo qui a remporté 3 fois ce Tour de France. On avait tendance à l'oublier, beaucoup l'ont oublié hier, en tout cas au moment de rappeler le palmarès, mais elle vient se faire une place là de choix au milieu de ce palmarès. Et puis même si on reprend après depuis 2022 et la relance de ce Tour de France, Annemiek van Vleuten, Demi Vollering, Kasia Niewiadoma, voilà, tu viens trôner au milieu de très très grandes championnes et écoute, c'est vraiment je pense qu'elle se rappellera longtemps. En plus, on a vu un très très bel engouement autour de ce Tour de France. J'ai l'impression que c'est grandissant petit à petit, que cette épreuve se fait petit à petit une place au milieu du calendrier cycliste, au milieu de la programmation médiatique. Donc voilà, je pense que c'est voué à perdurer. On sait aussi peut-être qu'ils veulent
étendre ce Tour de France, augmenter un petit peu le nombre d'étapes. Donc, à mon avis, ouais, ce Tour de France féminin est voué à perdurer. C'est une très très belle chose pour le cyclisme féminin. Ouais, exactement. Alors, on rappelle que la saison prochaine, en 2026, le Tour de France sera, entre guillemets, retardé d'une semaine. Ce sera une semaine plus tard dans le calendrier par rapport au Tour de France homme, qui aura toujours 9 jours de course la saison prochaine, et que ça partira. Alors, si je me trompe pas, la date exacte, ce sera samedi 1er août depuis la Suisse. Il y aura un grand départ de Suisse. Je me remets sur le calendrier de l'année prochaine. Je vais, tu vois, directement jusqu'au samedi exactement, 1er août 2026, jusqu'au 9 août, donc pour la saison prochaine, pour le Tour de France femmes. Et je rappelle aussi que Pauline Ferrand-Prévôt, dans son début de carrière, a couru contre Jeannie Longo, qui était, elle, sur ces dernières années. Bah oui, Jeannie Longo, qui a été éternelle pendant de nombreuses années. Et voilà, on parle de pionnières avec Cathy Marsal, Jeannie Longo, qui ont peut-être donné envie à Pauline Ferrand-Prévôt de se mettre sur un vélo, Audrey Cordon-Rago, hein, toute cette génération, avec aussi Marion Rousse. Et ensuite, eh bien, on espère que Pauline Ferrand-Prévôt va donner envie à nombre de jeunes filles qui étaient au bord des routes pendant ce Tour de France, eh bien, de s'y mettre aussi. Et pourquoi pas aussi, il faut le dire, donner envie à des garçons de voir que un Français, une Française peut gagner une grande épreuve comme le Tour de France. C'est possible. Donc pourquoi pas. Oui, on parle aussi du cyclisme des années 90, hein, avec toutes les affaires et controverses voilà, qu'il y a pu avoir. On sait que Jeannie Longo a notamment été visée par certaines affaires, certaines enquêtes. Donc voilà, on espère quand même à l'avenir un cyclisme propre, entièrement propre, 100% propre. Mais évidemment, comme tu dis, on a quand même de belles promesses dans le cyclisme féminin, parce qu'on a encore vu on a beaucoup vu les Françaises, je trouve, sur cette Oui. semaine, la double victoire de Maëva Bastiment, les Séverine Kerbol qui a tenté, même si elle a perdu gros aujourd'hui, Evita Music et Juliette Labousse qui ont énormément bossé pour Demi Vollering, donc Juliette Labousse encore aujourd'hui. Donc on a vraiment vu des Françaises aux avant-postes. D'ailleurs, les Françaises qui remportent les 4 dernières étapes de ce Tour de France, c'est quand même une performance Incroyable. remarquable, ouais, dont 2 doublés. Et évidemment, chez les hommes, on parle beaucoup de Paul Setsas, même si le petit jeune de D4 aura quand même une grosse pression. On connaît les moyens pour la saison prochaine avec CMA, CGM. On sait les attentes. Moi, je serais quand même pour lui mettre un co-leader à côté pour éviter de faire peser quand même beaucoup trop de pression sur ses jeunes épaules. Mais c'est clair que vu les performances qu'il sort à 18 ans, on espère trouver enfin ce successeur Bernard Hinault. Exactement. Bon, on va continuer nos déceptions top flop un peu de ce Tour de France, parce qu'on a quand même beaucoup parlé de Pauline Ferrand-Prévôt à la fois aujourd'hui et hier aussi. On avait fait nos top flops, hein, hier avec notamment Demi Vollering. Juste l'image de Pauline Ferrand-Prévôt en interview où Emmanuel Macron l'appelle. Là, le téléphone lui est donné à Pauline Ferrand-Prévôt avec Emmanuel Macron, président de la République, qui était au bout du fil pour la féliciter, la vainqueur du Tour de France 2025. On va donner le classement parce on a débriefé cette étape-là. Ça a permis maintenant à une trentaine de coureuses d'arriver à Châtel, Porte du Soleil pour cette dernière étape, avec donc la victoire de Pauline Ferrand-Prévôt. On l'a dit, le podium final du Tour de France, c'est le podium de cette dernière étape. À 20 secondes, Demi Vollering, à 23 secondes, Kasian Viadoma, devant Nive Fischer-Black, 4e de l'étape, et qui termine donc 5e du général. On va en parler juste après. Dominika Wlodarczyk, une des révélations de la team UAE, la polonaise, 33 secondes, 5e de l'étape. Juliette Labousse, qui avait fait un énorme travail dans le final de l'étape, termine 6e, 1,49. Les écarts, après, écoutez bien, Sarah Gigante qui est 7e, qui a limité la casse tant qu'elle a pu. Voilà, notamment dans les montées, qui dans les descentes aura perdu ce podium. 7e de l'étape à 3 minutes 53, et la 8e c'est Cédrine Kerbaol, la malheureuse Cédrine Kerbaol, 8e de l'étape à 9 minutes 22, juste devant Roya Kers, qui aura perdu énormément aussi aujourd'hui, 9e à 9,23, et la Canadienne de la Winspace, Nadia Gontova, 10e à 9,26. On a Émilie Maurier, la triathlète devenue professionnelle il y a quelques semaines, quelques jours à peine, 12e pour la Saint-Michel préférence homme, Aubert 93 à 9,42 dans la même seconde que Evita Music. Voilà, la grande perdante du jour, c'est Sarah Giganti, qui était 2e au départ ce matin, qui termine 6e de ce Tour de France à 6 minutes 40 de Ferrand-Prévôt. Ouais, il va vraiment falloir qu'elle travaille sur les descentes. Moi, ça me rappelle un peu Pierre Latour, pour qui j'ai une affection
titulaire, qui était un excellent grimpeur, mais qui malheureusement a perdu beaucoup trop d'illusions dans les descentes, après aussi de très graves chutes. Alors je sais pas exactement si Gilliante a connu une très lourde chute en descente, mais clairement on voit qu'elle a peur, elle est pas bien dès que voilà, sur les 10-20 premiers mètres de descente du col du Jouplan, déjà elle perd 1-2 mètres sur 500 mètres, elle en perd 50. À partir de là, ça va être compliqué pour elle de gagner le Tour de France un jour ou un grand tour, alors que elle en a clairement les qualités. Voilà, mais sur le plat, elle prend des cassures, en descente, elle perd du temps. Il va falloir qu'elle travaille dessus. Je sais pas trop comment pour elle, mais c'est tellement frustrant en fait quand tu vois ses qualités, parce que elle est offensive, c'est clairement la meilleure coureuse dès que la route s'élève dans des pourcentages assez compliqués, mais voilà, elle pourra malheureusement, ça sera très très compliqué pour elle de gagner une très longue course et un grand tour avec ce niveau-là en descente. Ouais, complètement. Et tu parlais des cassures, hein, les bordures. Au Giro, elle prend une bordure, une 30, et elle perd le Giro sur cette bordure Voilà. en milieu de semaine. Pourtant, elle avait remporté 2 victoires d'étape au sommet. On continue un peu cette journée. Alors finalement, dans le groupe qui avait devant, il y avait donc Ferrand-Prévot, Vollering et Niewiadoma, mais il y avait aussi Nive Fischer-Black et Dominika Wlodarczyk, la polonaise. Et au classement général final, Wlodarczyk, qui était pourtant annoncée comme une des lieutenants d'Elisa Longo-Borghini, elle fait 4e au général final, à 5,45 de Pauline Ferrand-Prévot. C'est à peu près 1 minute 40, allez, un peu moins d'1 minute 40 derrière Niewiadoma, la vainqueur sortante qui est 3e de ce Tour de France. Classement général, hein, Vollering à 3,42, Niewiadoma à 4,09, Wlodarczyk à 5,45 et Nive Fischer-Black à 6,25. Mais Wlodarczyk, énorme révélation de cette semaine. Ah bah c'est la grande surprise, je pense, de cette dernière étape. En tout cas, c'est vrai qu'on l'attendait pas à ce niveau. Il y avait que des cadors devant Vollering, Niewiadoma. Après la déception de la veille, on n'est pas surprise de les retrouver là. Fischer-Black aussi, on connaît son niveau. Elle avait perdu du temps en début de Tour de France, mais on l'a retrouvé aussi dans ses standards. Bon, Sarah Gigante qui a été lâchée, Juliette Labousse qui a fait un énorme boulot, et ça fait plaisir de voir devant, mais clairement, la polonaise, là, elle nous a fait une étape. Alors, elle a souvent été au rupteur, très, très souvent, avec notamment Juliette Labousse sur les différentes accélérations, mais elle est toujours revenue, elle s'est toujours accrochée, et pour au final aller chercher une 4e place qui est vraiment très, très belle, devant Fischer-Black. Ça, ouais, ça a été vraiment une belle révélation à la polonaise. Et le très, très beau tour, d'ailleurs, le très, très beau tour de UAE, finalement, malgré l'abandon de Longo-Borghini. Ça avait mal démarré pour eux, mais très très beau tour finalement du AE. Ouais, parce qu'avec les 2 victoires d'étape de Maëva Skiban et donc cette 4e place au final de Wlodarczyk, team UAE ADQ, vraiment aura très bien rattrapé sa semaine. Nive Fischer-Black aussi, elle aura effectué une énorme remontée sur les 2 dernières étapes, parce que, alors si je me trompe pas, je vais me remettre sur le classement général, elle est en dehors du top 10 avant les 2 dernières étapes, elle est au général, hop, que je me mette sur le général, Nive Fischer-Black, elle est 13e du général avant les 2 dernières étapes, et elle termine 5e au final, la grimpeuse néo-zélandaise qu'on connaît depuis quelques années, mais c'est vrai que en fait elle aura monté le curseur au fur et à mesure des étapes et pendant cette semaine-là. Ouais, la néo-zélandaise, écoute, elle pourra quand même regretter sa perte de temps sur les premières étapes, un petit peu plus punchy. Tu l'as dit, elle était hors top 10, elle était loin. Mais on a vu sur ces étapes alpesses, pardon, qu'elle était au niveau parmi les tout meilleurs, derrière Pauline, les Demi Vollering ou Niewiadoma. Donc voilà, on l'a encore vu aujourd'hui. Elle avait le coup de main de Lucinda Brandt aussi du côté des Lidl Trek pour amener sa leader. Donc top 5 mérité, je pense, pour la néo-zélandaise, et à mon avis, elle aurait même pu espérer mieux. Quand on regarde le général, on a Gigante donc, qui est 6e à 6,40 au final. Devant, Juliette Labousse 7e à 9,13. Un mot sur Cédric Kerbaol, qui aura été vraiment malchanceuse dans cette dernière étape, qui était 5e du général, qui perd 3 places, qui a perdu 9 minutes dans la dernière étape. Et elle était toute seule à assurer la poursuite. En plus, derrière, on voyait que ça collaborait pas trop. Royaker, c'était au bout du rouleau aussi derrière elle. Elles ont toutes les deux perdu 3 places, un 8 et 9 du général final. Bon, voilà, ça nous fait une Française dans le top 10 au final, Cédric Kerbaol. Mais franchement, c'est hyper frustrant parce qu'elle chute au pied du col de Jouplan.
Oui, 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 elle chute au pied du col de Jouplan. Elle était en plus bien placée. Elle était dans le peloton elle était en tête du peloton et elle chute en compagnie de Nievadoma qui a pu elle repartir tout de suite. Mais ça a été plus long pour Cédrine qui a été attendue par une ou deux coéquipières. Elle est revenue à 30 secondes, mais voilà, elle a jamais réussi à rentrer. Alors effectivement, elle arrive quand même à sauver son top 10. Voilà, dans le cas contraire, ça aurait été quand même très très frustrant. Mais bon, elle était cinquième, elle avait réussi à se replacer cinquième hier, elle avait fait une superbe étape. Donc voilà, je pense quand même que pour elle, il y a de la déception aujourd'hui. Elle a tout de même réussi à limiter la casse. Et puis rappelons-nous de cette deuxième place aussi qu'elle va chercher sur l'étape 7 derrière Maëva Stiban. Donc voilà, il y aura certainement de la frustration pour Cédrine Carbaol, surtout qu'elle avait aussi perdu un petit peu de temps sur les premières étapes. Mais voilà, malgré tout, je pense qu'elle a réussi à préserver l'essentiel. Elle s'est montrée et voilà, elle pouvait, je pense, difficilement faire mieux au vu des conditions, même si ce top 5, à mon avis, elle avait dans les jambes. Et je pense qu'aujourd'hui, elle pouvait quand même suivre les favorites. Ouais, je pense aussi, mais Cédrine Cabol, elle continue sa Ouais. progression. On va rappeler son année quand même, hein. Elle fait quatrième de Liège-Bastogne-Liège, quatrième du Tour d'Espagne dans la foulée, sixième du Tour de Suisse, championne de France du contre-la-montre, et elle vient faire huitième du Tour de France dans les Ouais. conditions qu'on connaît, avec un top 5 à la pédale qui était largement à sa portée. Elle prend date, elle aussi, Cédrine Carbaol, mais d'année en année, hein, qui est réellement euh, un des futurs visages du cyclisme français à maillot blanc meilleur jeune du Tour de France il y a 2 ans. Bon, le général, on a un peu parlé des forces, hein, et au final, je vais rappeler le général final avec Ferrand Prévot devant Vollering, Neviadoma, Vlodarczyk, ni Fischer Black dans le top 5, top 6, Giganté, 7e Labousse, 8e Carbol, Royakers 9 et Evita Music, donc 10e du classement général final, avec donc 1, 2, 3, des 4 françaises dans le top 10 de ce Tour de France dans un quart d'heure, hein. Evita Music qui termine à un quart d'heure, 15 minutes 50 de Pauline Ferrand-Prévot. On a Anna van der Breggen, 11e au général final. Bon, finalement, on n'aura pas eu si dans les surprises Anna van der Breggen qui a craqué, mais tout le monde aura été à sa place dans les. Allez, toi, est-ce que tu as des révélations ou des grosses déceptions que tu as eues pendant la semaine, des filles que tu attendais beaucoup plus haut ou des filles qui t'ont vraiment énormément surprise que tu as appris à connaître aussi pendant cette semaine de course? Au niveau des déceptions, je pense que les Phoenix de Koenig avaient une équipe pour faire mieux. On connaît Peterse, voilà, dans les sous-bois. Paulina Royakers qui a quand même quelques références aussi. C'est une très solide coureuse, mais aujourd'hui, elle a complètement explosé. Elle finit 9e. Puis Peterse qui a traversé quand même la semaine un petit peu comme un fantôme, hein, rapidement lâché. Donc ouais, cette équipe-là qu'on a vu bosser aussi en tête de peloton, voilà, pour au final une 9e place un petit peu anecdotique. Je suis quand même un peu déçu. Et puis, pour continuer dans les déceptions, tu as quand même 0 victoire d'étape entre la FDJ et Canyon SRAM, alors que c'était quand même potentiellement les deux équipes les plus complètes collectivement. Alors effectivement, leur course était ailleurs, hein. Elles visaient le classement général. On a vu que c'est quand même, voilà, c'était quand même finalement assez loin. Alors pour la FDJ, il y a ce maillot à poids tout de même d'Élise Chabet. Je vais pas dire par hasard, mais presque, parce que voilà, en fait, elle avait fait taf au début du Tour de France. Elle savait qu'elle était là pour bosser pour Demi Vollering. Maëva Stiban n'a pas réussi aujourd'hui à prendre des points, notamment dans le col de Jouplan. Donc voilà, il y a ce beau maillot à poids quand même pour Élise Chabet qui est parti chercher. Un petit peu déçu quand même, voilà, de la FDJ de Canyon SRAM, j'en attendais un petit peu plus. Voilà, et elles sortent d'ici avec 0 victoire d'étape. Et pour continuer dans les armadas un petit peu décevantes, je rajouterais de la SD Works. Alors certes, il y a Lorena Vibus qui a parfaitement négocié pour aller chercher le maillot vert, mais quand tu alignes Lotte Kopecky, quand tu alignes Anna van der Breggen, on sait que c'est particulier, hein, on sait que c'est une immense coureuse, mais bon, qu'elle sorte aussi de sa retraite, il y avait une inconnue là-dessus. Lotte Kopecky qui disait encore, je comprends pas, j'ai fait tout ce que j'ai fait en préparation, ça a servi à rien. La championne du monde était complètement à l'envers sur ce Tour de France, donc voilà, quand tu alignes une armada comme la SD Works, je pense quand même que tu peux faire un petit peu mieux que ça, ouais. Ouais, énorme flop, la SD Works. Je confirme
ce que tu dis, ça me fait dire aussi que les filles qui étaient au Tour d'Italie n'ont pas été au rendez-vous sur le Tour de France, que c'était de trop. À 3 semaines, en tout cas, entre la fin du Tour d'Italie et le début du Tour de France, il y avait 2 semaines. Voilà, on a vu des femmes qui n'ont pas récupéré. C'était impossible de jouer la victoire, impossible de jouer la victoire finale. Qu'il y a eu des conditions aussi de course avec un Giro qui était de très haut niveau, où ça roulait fort. Des conditions, elles ont vraiment pioché. Et donc ça a été compliqué. Et après, pour l'FDJ Suez, en fait, c'est vrai qu'elles étaient venues pour gagner, donc en fait, tout autre résultat est une déception. Maintenant, elles s'en sortent avec une 2e place au général. Elles sont tombées sur juste plus fortes, parce que quand on voit l'écart entre Ferrand-Prévot et Vollering, et l'écart entre Vollering et le reste, bon, en fait, t'as vraiment Ferrand-Prévot et les autres, quoi. L'écart, il y a autant d'écart entre Pauline Ferrand-Prévot et Demi Vollering entre la première et la deuxième, que entre la 2e et la 6e entre Vollering et Gigante, avec tout ce qu'on sait, ce qui s'est passé aujourd'hui pour Sarah Gigante dans la dernière étape. Donc en fait, je sais pas si la FDJ Suez, je mettrais vraiment en flop sur ce Tour de France, contrairement à la SD Works, que là je mets en réel flop. Voilà. Même si après la SD Works, t'as les 2 victoires de Lorena Wiebes, mais bon, aujourd'hui quand t'as un sprint, c'est Lorena Wiebes qui l'emporte. Donc en fait, c'est un rendez-vous qui arrive à l'heure. Non, sur la FDJ, je te rejoins. C'est vrai que c'est surtout du fait qu'on l'attendait plus de la part de Demi Vollering, mais c'est vrai que quand on voit le niveau d'une Juliette Labousse encore énorme aujourd'hui, des Vuta Music a réussi à conserver son top 10. C'est vrai que voilà, c'est pas catastrophique effectivement, mais pour moi quand même, quand t'alignes cette équipe, c'est vrai que je pense qu'il manque une victoire d'étape. Je pense qu'elle était à leur portée, mais bon, quand tu joues le classement général, c'est compliqué de faire les 2 lièvres à la fois par rapport à d'autres équipes qui ont effectivement pas grand chose à jouer. Ouais, en effet, Demi Vollering, Kasian et Viadoma qui font 2 et 3 du Tour, elles sont sur les podiums de toutes les éditions du Tour de France Femmes avec Zwift depuis la création de de ce nouveau Tour de France qui était en 2021. Donc voilà, c'est dire 2022 pardon, c'est dire la régularité en fait de ces femmes-là qui sont tombées sur plus fort, juste sur plus fort et sur plus forte, avec Pauline Ferrand-Prévot qui est un peu l'ovni, Pauline Ferrand-Prévot, qui est arrivée comme ça sur la route cette année et qui a collé une danse sur ce Tour de France après avoir remporté Paris-Roubaix. Allez, dans les révélations un peu de ce Tour, j'y mettrai Maëva Skiban qui, avec ses 2 victoires d'étape, a été une vraie révélation au niveau français. Elle vient de loin avec un énorme accident de la route il y a quelques mois, quelques semaines, voilà, qui a eu des titres, des podiums chez les juniors, chez les espoirs avec l'équipe de France. Kim Lecourt qui aura fait une énorme impression pendant les 2 tiers de l'épreuve, et puis le week-end d'Alpestre était de trop, qui fait 16e du général final. Kim Lecourt en perdant 5 places lors de la dernière étape, derrière Maëva Skiban qui fait 15e du général final. Si je regarde un peu derrière, allez, ça sera plutôt des déceptions, t'en as parlé. Et puis Peterse, une Mavi Garcia par exemple aussi, qui n'a plus trop les jambes à 41 ans pour tenir, mais qui a quand même remporté cette étape en solitaire. Et puis par exemple, moi, j'attends plus pour la suite de la part de Marion Bunel, qui Marion Bunel va falloir que ça travaille un peu comme Sarah Giganti, les efforts où il faut y mettre de la puissance, et pour l'instant il en manque un petit peu pour Marion Bunel, mais voilà, c'est tout pour Pauline Ferrand-Prévot, et la française remporte ce Tour de France et on l'a actuellement sur le podium avec Demi Vollering à sa droite et Kasian Viadoma à sa gauche. Non, Marion Bunel a été d'ailleurs l'une des seules coéquipières utiles de Pauline Ferrand-Prévôt en montagne, Madeleine. Notamment hier, elle a fait un très très gros boulot. Je crois qu'elle a 20 ans, c'est ça? Oui, elle est toute jeune. Donc ça laisse augurer de belles promesses. Et Mavi Garcia, moi j'ai beaucoup aimé sa victoire, parce que déjà elle est allée la chercher de manière hyper maligne, et puis à 41 ans comme ça, elle a décroché la plus belle victoire de ta carrière dans ce tour-là. Quand tu regardes les vainqueurs d'étape, alors tu as la double surprise Maëva Skiban, mais je pense qu'il deviendra une très très grande coureuse à l'avenir. Mais Pauline Ferrand-Prévot, Kim Lecourt, Lorena Wiebes, Marianne Vos, voilà, il fallait aller gagner cette étape sur ce tour, il fallait aller la chercher, rien n'était donné, il n'y a que des grandes championnes, et j'ai beaucoup aimé cette victoire de Mavi Garcia. Ouais, exactement. Juste, je termine sur les classements annexes avec donc Lorena Wiebes, maillot vert. Je suis un peu déçu de la bataille
pour le classement Ouais. par points, parce que ouais, bon voilà, ça n'a pas Elle été. voulait pas, Marianne Vos, hein, écoute. Ouais, bon voilà, écoute. Bon, après, quand on voit que Pauline Ferrand-Prévot remporte le Tour de Oui. France dans son équipe, tant mieux. Mais finalement, j'ai l'impression que ça s'est joué sur 2 arrivées au sprint à Angers Ouais. et à Poitiers, puis terminé pour le maillot vert. Ouais. Le maillot à poil Alice Chabet, tu en as parlé, qui termine en plus devant Demi Vollering et Maëva Skiban. Le maillot blanc d'Inke Vinke de la Picnic Postenel, devant Tissia Rio à un peu moins d'un quart d'heure et Julie Bégaud à 19 minutes. Julie Bégaud qui aura craqué dans le dernier week-end. Mais voilà, ce sont des visages, Tissia Rio et Julie Bégaud, que l'on verra dans le futur. FDJ Suez, logiquement, meilleure équipe de ce Tour de France femmes avec Zwift. Donc, maillot à pois, meilleure équipe, deuxième du général final, avec aussi 2 autres filles dans le top 10, avec Labousse et Musique. Bon, on a parlé de la force du nombre de la FDJ Suez. C'est un Tour de France qui sera moyen, on va dire, Ouais. de par la non-victoire au général final. Je pense qu'on a bien débriefé ce Tour de France. Lohan, dans le dernier mot, ce que je voulais dire et ce qu'on a dit aussi dans ce podcast en début aussi, c'est le succès populaire de cette grande boucle féminine avec des succès d'audience. On n'a pas encore, au moment où on parle, les audiences de la dernière étape, mais on était à 3 millions, je crois, pour la victoire au col de la Madeleine. On sera peut-être encore à mieux dans cette dernière étape, mais quel succès encore cette année. Ah bah oui, et puis en plus c'est clair que les Françaises ont bien aidé voilà à faire comment dire à ce que ce Tour de France soit un vrai succès en tout cas médiatique, hein. Elles ont fait de super numéros dans les Alpes. On a eu vraiment de très très belles étapes de montagne. On s'est pas ennuyé, hein. Finalement ça a été très animé avec des physionomies un petit peu particulières. Perso voilà à l'image un peu du Tour de Garçon, je trouve que je me suis pas ennuyé personnellement devant ma télé. On a eu de très très belles étapes, un très beau mano à mano voilà, entre les différentes rivales et puis énormément de monde sur les routes. Il faudrait voir, alors je sais pas si on peut faire un décompte du nombre de personnes présentes sur... Compliqué. Ouais, compliqué. Après, voilà, il y a toujours des techniques de calcul, mais c'est vrai que je sais pas si on a eu autant de monde déjà sur les précédents Tours féminins depuis 3 ans. On voit que c'est une épreuve qui s'implante, on en parlait tout à l'heure. Bon, après, commencer en Bretagne, effectivement, dans le pays du vélo, sans surprise, mais ça a aide. perduré cet engouement. Ça a perduré. On a vu aussi beaucoup de monde en montagne, beaucoup de monde lors des arrivées. Donc voilà, moi je suis pas surpris. On a aussi cet enchaînement en direct après le tour masculin. Je pense que tu as cette ferveur qui ne retombe pas du coup. Donc à voir pour l'an prochain. Tu me dis avec une semaine de décalage, ça aidera aussi peut-être les filles qui sortent du Giro à voilà, bénéficier aussi d'une semaine de plus au niveau de la récup. Donc ouais, alors avec le Giro qui sera, je le rappelle, hein, parce que c'est vrai que il faut le rappeler, le Giro qui sera décalé à la fin du mois de mai. Donc en fait, le Tour de France sera vraiment mis en avant dans ce calendrier et l'épreuve s'impose comme l'épreuve phare du calendrier féminin, alors que ce n'est que la 4e édition cette année aussi. Hein. Oui, bah, sans surprise. Hein. C'est sûr que quand tu as cette marque-là, Tour de France, quand tu as cet engouement aussi sur les routes françaises en été, à la fin du mois de juillet, début du mois d'août, sans surprise, voilà, ce Tour de France est voué à perdurer, je pense, longtemps, avec les meilleures coureuses qui vont vouloir y participer et inscrire leur nom au palmarès. Et puis, comme tu l'as dit, quand on regarde le palmarès, c'est juste hallucinant, quoi. Donc voilà. Et puis évidemment, le résultat des Françaises, qui, je pense, joue beaucoup aussi dans l'intérêt et les audiences, que ce soit sur la télé ou dans les différents médias. Ouais, mais il y aura 5 jours d'écart finalement, puisqu'on terminera le dimanche, alors 6, mais il y aura 5 jours sans vélo, entre guillemets, entre le Tour de France hommes et femmes l'année prochaine, puisqu'on terminera le dimanche, comme d'habitude, chez les hommes, et on repartira le samedi de Suisse pour les femmes. Pour ce Tour de France, donc 2025, remporté par Pauline Ferrand-Prévot, qui succède à Kasia Niewiadoma, qui succède à Demi Vollering, les 2 dernières vainqueurs de ce Tour de France femmes, qui sont les 2 femmes derrière elle, ou plutôt à côté d'elle, sur la photo finale, sur le podium du Tour de France. C'est Annemiek van Vleuten qui avait remporté l'épreuve en 2022. Bah écoute, Lohan, moi c'est à mon tour de dire que j'ai adoré ce Tour de France femmes,
que je ne suis pas déçu. C'est réellement ce que j'attendais pendant cette semaine, qui a la surprise Pauline Ferrand-Prévot, que je n'attendais pas à un tel niveau. Et excuse-moi Pauline, vraiment, excuse-moi, parce que je l'avais dit en début de saison, je te pensais capable de gagner Paris-Roubaix, mais je te pensais pas capable de gagner directement le Tour de France, et j'avais une interrogation sur les aptitudes en haute montagne et sur les étapes à gros dénivelé. Donc voilà, je suis content qu'elle m'ait fait fermer la bouche. Non, donc voilà, j'ai adoré ce Tour de France femmes cette semaine. Et nous, Vélo Podcast, c'est la fin aussi de 4 semaines de podcast tous les jours, depuis le début du Tour de France Hommes. On a tenu jusqu'au bout, et j'en profite pour te remercier énormément aussi, Lohan, d'avoir été avec moi, notamment pour cette semaine du Tour Femmes. J'en profite aussi également pour faire une grosse bise à Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin, qui n'aura pas pu faire ces 2 dernières étapes sur place, mais qui était en place depuis le début, depuis la première étape. Je fais une grosse bise à Julien, et je te remercie beaucoup, Lohan, d'avoir été avec moi. Mais je t'en prie, on salue aussi François-Pierre qui nous écoute certainement, mais c'était un vrai plaisir. Un grand bravo encore à vous pour votre travail de qualité avec Vélo Podcast, et puis on espère que tout ça va perdurer pendant encore un petit moment. Ouais, on va essayer. Nous, on va revenir, on va prendre quelques jours de repos quand même, parce qu'on est un peu sur les rotules. Je dois avouer, je suis un peu sur les rotules là. Mais il va y avoir le Tour d'Espagne qui va arriver dans 2 semaines, 3 semaines. On va avoir le Tour de l'Avenir aussi, qu'on va présenter un petit peu, parce qu'il y aura un énorme duel entre Jarno Vidar et Paul Sexas, et pas que, il y aura Lorenzo Fine et compagnie normalement aussi. Donc voilà, on va se régaler. Et puis la Vuelta qui va démarrer je crois que c'est le 23 à peu près, 23 août, exactement, en Espagne. Donc voilà, on va revenir, et pour la fin de saison, il y aura encore pas mal de choses à dire, et puis on parlera encore de cyclisme féminin, parce que vraiment, nous, à Vélo Podcast, on donne la place aux femmes comme aux hommes, et ça a toujours été notre credo depuis le début, le lancement de Vélo Podcast. Donc voilà, je vais en profiter. Alors je vais être pas un petit peu long, parce que je suis long de toute façon, toujours long comme d'habitude. Je vais en profiter donc pour te remercier toi, Lohan Benetti, Journal Sud-Ouest. Je viens de le faire, et je te remercie encore de m'avoir accompagné, de m'avoir filé des coups de main quand il fallait aussi faire les podcasts, et que finalement j'étais un petit peu tout seul. À un moment donné, tiens Lohan, tu peux faire le podcast avec moi? Oui, il n'y a pas de souci, vas-y, je te file un coup de main. Donc voilà, comme ça je te paierai 2-3 coups à boire pour compenser. Je remercie forcément mon acolyte de toujours, François-Pierre Noël. Là aussi, il a fallu gérer avec les enfants, faire le podcast de temps en temps, donc, qui aura toujours été là. Je remercie aussi les autres qui ont été présents pendant ce Tour de France pour m'accompagner. Il y aurait eu Étienne Gourceau aussi de Dico du Sport, Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin, Charles-Antoine Nora de la chaîne L'Équipe aussi, qui est venu pendant ce Tour de France m'accompagner, et puis aussi Guillaume Descaves, journaliste au Progrès et au magazine Le Lien local. Donc voilà, toutes ces personnes-là qui m'auront accompagné pendant ce Tour de France, et puis vous aussi avec les nombreux commentaires sur les réseaux sociaux de Vélo Podcast, sur la chaîne YouTube de Vélo Podcast. On est, mais vraiment, je vous le dis, juste à la barre, pratiquement des 1000 abonnés. On est juste en dessous. On est à 997 au moment où je vous parle. Donc on va aller dans les prochaines heures, on passera les 1000 abonnés si vous venez vous abonner à la chaîne YouTube. En tout cas, un grand merci. Et puis les chiffres, on est à plus de 50 000 écoutes sur toutes les plateformes où est présent Vélo Podcast, sur la chaîne YouTube, Apple Podcast, Deezer et Spotify aussi. Donc voilà, la grande liste des remerciements se termine maintenant, vous inquiétez pas, je vais pas faire plus long, mais un grand merci à toutes et à tous. Et puis Lohan, on va prendre quelques jours de repos maintenant. Voilà, exactement. En attendant de nouvelles aventures cyclistes, on va un petit peu prendre un petit peu de repos, en attendant, comme tu l'as dit, une belle Vuelta aussi qui sera certainement palpitante. Ouais. Et puis la reprise de la Pro D2 aussi. Bien sûr, c'est pas le sujet de ce podcast, mais évidemment, ça va petit à petit, ça va reprendre. Ça va reprendre doucement. Bien évidemment. Bon, un grand merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés sur Vélo Podcast pendant ces 4 semaines de Tour de France qui se terminent maintenant avec la victoire de Pauline Ferrand-Prévot sur le Tour de France Femmes avec Zwift 2025. Ciao à toutes et à tous. On se retrouve très bientôt pour du vélo dans Vélo Podcast. Salut!